Non, mais ça, c'est la honte. C'est pas la gauche. C'est là où on prend les étiquettes, on se les accapare. Mais c'est de la forfaiture. Où est la gauche là-dedans? La gauche, c'est quoi la gauche? C'est Gambetta, la gauche. C'est insupportable. L'histoire du genre. Quand vous avez des gens qui revendiquent qu'un gamin puisse, à 8 ans, 9 ans, dire ben moi je me sens une fille et que les parents aient la folie de dire on lui administre un traitement hormonal, mais ça c'est de la monstruosité. C'est pas être de gauche. La langue. Être de gauche, c'était l'école de la Troisième République. Vous étiez fils de la roture et pour autant, on vous apprenait à caresser les mots. Bonjour Marc Menant. Gabriel, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très honorés de non, mais c'est moi, plus Voltaire, vous imaginez. On se précipite, Voltaire vous appelle. Il est derrière vous, là, dans la petite bibliothèque, voilà. Alors Marc Menant, vous êtes bien connu des lecteurs de Boulevard Voltaire parce que vous participez avec brio et une verve incroyable à l'émission Face à l'info, hein, du lundi au jeudi sur CNews à 19h. Mais pas que, vous avez fait d'autres émissions. Et bien c'est aujourd'hui pour votre livre que je vous reçois, un livre que vous avez coécrit avec Christine Kelly. En fait, Christine Kelly vous questionne et vous répondez. C'est très vivant. Ces destins qui ont fait l'histoire. Alors, nous allons en parler chez Plomb. Et c'est vrai que c'est vraiment une excellente idée de cadeau de Noël. Je le précise tout de suite pour ne pas oublier à la fin. Je me méfie de moi-même. C'est bien la première fois de ma vie que je suis un cadeau. C'est un vrai cadeau tous les soirs pour les téléspectateurs de CNews. Et donc, une bonne idée de cadeau de Noël pour toutes les générations de 7 à 77 ans et au-delà. En dessous de 7 ans, ça va être plus compliqué. Ouais. Alors, j'avais envie un peu, avant de parler du livre, de vous aider à vous faire connaître des lecteurs de Boulevard Voltaire qui ont envie de savoir qui est Marc Menant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours? Alors, j'ai appris, par exemple, quelque chose d'incroyable avant que nous arrivions ici. C'est que vous avez été, à un moment, dans la marine marchande. En tout cas, vous avez fait des études. J'ai fait des études d'officier de marine marchande. Je rêvais de courir le monde. Je me voyais Pierre Loti. Je voulais surtout fuir un quotidien de routine. Il y a quelque chose en moi, une sorte de catapulte qui m'interdisait d'envisager d'être dans un monde de répétition. Et puis, je rêvais des femmes qui sur un sourire se laissaient séduire, et dans les ports, il n'y a pas plus facile. Et c'était cette illusion, vous voyez, quelque chose de magique, comme si on échappait à toutes les rigueurs, à toutes les contraintes, et on était dans le souffle. C'est ça qui me passionne, d'être dans le souffle. Il faut dire aussi que j'ai eu la chance d'avoir un père qui était un tel exemple qu'il nous a instillé, on est 3 dans la famille, j'ai un frère aîné et une petite sœur, le goût de la liberté. Il était dans la marine marchande? Ah non, pas du tout. Au départ, c'est un ouvrier. Il est obligé parce que mon grand-père paternel est un maçon, ma grand-mère maternelle, paternelle d'ailleurs, les 2 grands-mères sont des femmes de ménage. Et mon père, brillant à l'école, il est distingué, mais malheureusement, on n'a pas les moyens pour assurer le suivi après le certificat d'études qu'il réussit avec la mention très bien. Oh là là, et le voilà obligé de se choisir une carrière qui ne correspond pas du tout à cet appétit. Échapper, là, lui aussi, à cette vie de roture dans les bas quartiers. Il vivait déjà avec un esprit, c'est étonnant, un esprit très athénien. C'est-à-dire la réalisation de l'esprit dans un corps sain. Et ça le motivait. Il adorait le sport. Donc, alors il entre à l'usine avec tout ce que cela a d'horreur. Je passe détail. Il entrera fauché par la guerre. Il est mobilisé. Il est fait prisonnier. Reste 1 an et demi en camp de concentration. Il revient, il n'est plus qu'un squelette. Entre dans la résistance. Et puis après, eh bien, lorsqu'il regagne la vie civile, il se mariera, aura des enfants et
se votera cet ascenseur social en ayant les journées du travailleur épouvantables et le soir seul avec les livres, et il finira par être professeur. Ah oui. Et il est professeur de gymnastique à 40 ans, mais il est trop vieux pour entrer dans l'enseignement général, enfin dans l'enseignement de l'État. Alors il n'y a qu'un établissement privé pour l'accueillir, et ce sera l'école des Roches. Et moi, à 10 ans, avec mon frère, ma sœur, je me retrouve, alors que nous étions dans ce monde des bas quartiers, des mondes de l'ouvriérisme, je me retrouve avec les fils des plus grandes fortunes du monde. Et on y est accueilli sans aucune ségrégation. Et là, d'abord, c'est quelque chose qui vous donne à tout jamais le sens d'une fraternité globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe sociale en tant que telle. Il n'y a pas de véritable lutte, ou disons que la lutte, elle est un théâtre. Il y a des situations qui font que peut-être on sera en opposition, mais viscéralement, ce qui compte, c'est ce qui peut unir l'humain. Et ça vient de l'âme, pour vous, ça vient du cœur, et pour nous deux, ça vient de l'esprit. Très bien dit. Donc après, vous êtes engagé donc dans ces études de marine marchande. Marine marchande, vous avez changé votre fusil d'épaule. Oui, et après, vous aviez été prof de maths. Oui, par intérim, oui, parce que je me retrouve sans rien et j'entre au lycée Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois. Saint-Exupéry. Ah oui. Moi qui rêvais de l'aéropostale, moi qui déjà dans ma tête avais fréquenté Mermoz depuis des années, ces hommes d'une trempe inouïe, ces gens qui sont dans cette mentalité de pouvoir cueillir la transcendance au quotidien, avec ce que cela implique d'engagement, de mobilisation et d'oser le risque. Enfin, il y a c'est vraiment l'incarnation de l'audace. Et puis la fraternité. Là encore, la beauté de l'âme. Et je me retrouve donc à ce lycée Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui est dans le livre, hein, je précise. Oui, forcément. C'est notre dernier personnage. Grande tendresse. Quel homme. Et donc, on m'engage comme pion, on manquait de prof de maths, et j'ai enseigné les mathématiques au 4e, 3e. Alors, on vous croit très littéraire, mais en fait, vous êtes aussi scientifique. C'est beau. Ben, j'essaie d'être un homme dans l'envergure des petits dons qui m'ont été donnés. Je ne vois pas pourquoi je cultiverais simplement un élément. On devrait chaque jour se dire quel est le champ de l'existence que je n'ai pas encore investi. Et là, s'y précipiter pour essayer de cueillir la petite perle qui vous déstabilise dans ce que vous croyez posséder et qui vous relance vers un nouveau. Voilà, c'est ça qui me passionne. Et alors, comment êtes-vous arrivé au journalisme, puis à CNews Alors, si je vous fais mon parcours de radio et de télé, c'est un peu long. Pour résumer, j'ai quitté l'enseignement au bout d'1 an parce que je m'y ennuyais, je n'y voyais pas d'avenir. J'envisageais de faire les ponts et chaussées, toujours le voyage, les grands travaux, le bout du monde, et de devenir ingénieur. Malheureusement, mes parents n'avaient plus les moyens pour assurer cet avenir. Et par chance, j'ai fait des animations commerciales. Et il y a une jeune fille qui travaillait pour un des employeurs et qui est devenue ensuite, sans que je le sache, elle est devenue la secrétaire de Philippe Bouvard. Ah. Et pendant les vacances de Bouvard, elle était la secrétaire de Jacques Chaput, qui était le patron de la rédaction à RTL. Et moi, j'ai un copain qui me dit « Mais tu vas pas passer ta vie à faire dans le commercial ?» Ben, je dis non. Il dit « Mais il faut que tu fasses de la radio. » Je dis « Oui. » Il me dit « Mais pourquoi t'écris pas pour faire un stage à RTL ?» Je comprenais même pas ce qu'il me disait. Et j'ai envoyé à RTL, sans mettre même le nom du patron, puisque je savais pas que c'était Jacques Chaput, et c'est elle qui a reçu ma lettre. Et elle s'est dit « Mais Marc Menant, mais ça doit être le bougre que j'ai rencontré. » Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé de venir me présenter à Jacques Chaput après l'avoir sollicité pour qu'il me reçoive. Et il m'a dit, la cerise, il ne voulait même pas savoir mon nom, les pieds sur le bureau, t'es là pour 15 jours et dans 15 jours, on te fout dehors. Et je suis parti 3 ans après avoir fait 3 Tours de France, les Jeux Olympiques, etc., etc. Quand vous êtes quelque part, il faut être un bouffeur de vie et il ne faut pas rater l'occasion.
Alors donc aujourd'hui, vous êtes dans Face à l'info, c'est tous les soirs renouvelé, c'est une vraie amitié qui vous lie à Christine Kelly et c'est vrai qu'elle est visible à l'écran. Ben, c'est-à-dire que Christine, on ne se connaissait pas. Ah oui. Face à l'info, oui, bon, je ne vais pas vous faire mon parcours. J'ai fait toutes les grandes radios, toutes les grandes télévisions. Celui qui est venu me cueillir à la radio, c'était Robert Chapat. Bon, puis après, j'ai cheminé, je n'ai pas arrêté de changer. Parce que là encore, il ne faut pas s'installer. C'est ça le danger, s'installer, ne pas avoir de certitude. Et puis, dans mon parcours, en 2005, je me suis retrouvé à côté de Vincent Bolloré, sur Direct 8, qu'il lançait. J'ai découvert un personnage tellement critiqué alors qu'il a une humanité. C'est l'un des plus beaux, je dirais, hommes de réussite que j'ai rencontrés. Et pendant 3 ans, j'ai été à ses côtés. Il m'écoutait sur Europe 1, c'est pour ça qu'il m'avait engagé. Et puis, je me suis retiré, je voulais écrire, me consacrer à l'écriture pendant un certain temps. Et au moment où il a créé CNews, il m'a appelé, il me dit « Dis donc, il faudrait peut-être que tu reviennes avec nous ». Et je me suis présenté à Serge Nedjar et je lui ai suggéré de faire une chronique sur l'histoire. Bon, on va voir. Et les circonstances ont fait qu'à un moment donné, on a tenté une chronique sur l'histoire au quotidien, c'était le matin. Et puis, l'actualité nous a déstabilisés, ce qui fait qu'on a arrêté cette chronique au bout de 3 mois alors qu'elle commençait vraiment à très très bien marcher. Et un jour, on m'a dit qu'il y avait une émission qui allait se monter et qu'il serait bon que j'y participe. C'était Face à l'info. Je ne savais rien de Face à l'info. Et on s'est retrouvés au moment du générique à rencontrer donc à la fois Christine, notre ami Zemmour. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne connaissais que ses réputations. Et puis, à l'époque, il y avait Eric de Rick Maten. Et le quatrième, c'était notre camarade américain, comment il s'appelle, qui fait l'actualité. Mince, j'ai un trou. Ah oui, Harold Iman. Harold Iman, voilà. Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un... C'est extraordinaire ce qui, chez les êtres, les propulse et fait qu'au-delà des mots, on sent qu'il y a une vibration. Et que cette vibration vous met d'abord en connivence, puis en amitié, puis en fraternité, et puis après dans une sorte d'amour qui est l'amour platonique. Et c'est ce qui s'est passé avec Christine. C'est une femme qui a une grande générosité, c'est une femme qui est très attentive, et elle est aussi très très curieuse, ce qui est indispensable dans notre métier de journaliste. Il y en a beaucoup qui malheureusement l'oublient. et avec Christine, bon, il y a eu cet emballement et on a continué quand Zemmour est parti et on a cessé de multiplier les temps d'antenne ensemble. On a fait d'abord avec Franck Ferrand une émission sur l'histoire. Franck a décidé d'arrêter et on a poursuivi, parce que ça marchait très bien, sur des grands destins. Et alors, c'est ces grands destins qu'on retrouve dans ce livre? Alors, c'est quelques-uns de ces grands destins. Justement, là, comment avez-vous fait le choix? Parce qu'il y a un certain nombre de figures, hein, Jeanne d'Arc, Beethoven, Antoine de Saint-Exupéry, Marie Curie, Victor Hugo, Napoléon Bonaparte et encore d'autres. Hein, il y en a 10. 10 en tout. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que ce sont des personnages qui sont face au destin, sans personne pour s'intéresser à eux. Ou je dirais, les prendre dans une considération qui les propulserait naturellement. Ils vont devoir, comme le dit Beethoven, il va devoir, lui, et ça s'applique pour les autres, prendre son destin à la gorge et ce destin le façonner. Son père est alcoolique, son père lui impose, il rêve, il dit « Mon petit bonhomme, il sera Mozart ». Et le gamin, il est là condamné à être devant le piano, faire ses gammes. Il se révèle instantanément. Ça aussi, ça pose des questions. Qu'est-ce que le don? Quand on voit que Goethe, à 5 ans, était capable de tenir des conversations dans 5 langues différentes.
Vous dites, mais par quelle magie ça peut se produire? C'est l'intuition sublime qui propulse Einstein dans une dimension où il remet en cause toutes les connaissances de la science. Ce sont ces éléments-là qui sont fous. Et là, donc, pour revenir à Beethoven, le père est tellement fasciné, Dame Bouteille et sa mauvaise compagne, ce qui fait qu'il bouscule le gamin tout en étant admiratif et espérant que dans les salons, il fera fortune. Lui, il est dans la chapelle, mauvais musicien, et il se dit qu'avec ce gamin, il aura enfin la reconnaissance. Alors c'est toute son histoire que l'on raconte et comment il mate toutes les difficultés, parce que le destin est vraiment vachard avec lui. Mais il a cette force, ce goût de l'existence qui jamais, jamais ne le laisse fléchir complètement. Il a toujours l'élément qui le repropulse. Et ils sont tous comme ça. C'est ça qui m'a fasciné dans ces 10 destins, et Christine aussi, parce qu'il fallait qu'on soit d'accord. Et c'est là où cette union s'est faite. Mais naturellement, déjà, quand on faisait l'émission, Christine elle me disait, dis donc, il y a un tel là. T'as pas envie et voilà comment... Parce que par exemple, il y a la reine Margot. Oui. Et pourquoi la reine Margot plutôt que, je ne sais pas, Blanche de Castille, Anne d'Autriche? Parce que la reine Margot, c'est l'un des tout premiers écrivains féminins. Et les gens qui aiment les mots, forcément, ça me touche. Par ailleurs, elle est sœur de roi. Elle est la fille de Catherine de Médicis qui la repousse, car Catherine n'a Dieu que pour le futur Henri III, le duc d'Anjou. Et cette femme, on cherche à lui façonner une existence, et elle dira non, car chez elle, il y a l'élément qui vous donne cette propension à embraser la vie, mais uniquement selon vos propres pulsions, vos propres désirs, c'est-à-dire la liberté. Et ils sont tous des personnages de liberté. Rien ne peut les entraver. Et ça, au départ, surtout de par son rôle de fille de roi, elle ne peut pas ambitionner ce type de situation. Elle sera plus forte que tout. Alors moi, j'ai été très frappée par Jean de La Fontaine. C'est oui. quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ah oui. C'est votre portrait préféré? Non, il y en a un autre? Alors, ça me fait très plaisir. Saint-Exupéry, ouais. Ce sont mes rêves. Mais La Fontaine, c'est l'un des personnages les plus mythiques qui soient. D'abord, le goût des mots. Là aussi, viscéralement porté par l'idée de liberté. Ne voyant l'existence que de façon buissonnière, regardant la nature, s'émerveillant d'un rien, ne considérant pas le quotidien sur son aspect très trivial, cherchant chaque jour ce qui peut l'émerveiller. On l'appelait le bonhomme, c'est-à-dire qu'il avait ce caractère tellement généreux qu'on aimait l'inviter. Et puis de temps en temps, forcément, il enchantait par les mots. C'était cette symphonie qu'il offrait. Et puis il retombait, non pas dans une sorte de torpeur, mais dans une sorte de distance, l'œil légèrement voilé, il se renfermait, il reprenait les mots, et ça tournicotait dans sa tête. Et ça, c'est extraordinaire. Après, oui, c'est un butineur, non pas de cœur, mais de femme, parce qu'il aime les êtres en essayant de donner le meilleur de soi. Et par conséquent, on ne consomme pas l'autre, mais on se retrouve tant qu'on est capable d'être dans le foyer ardent et comment on peut se conjuguer ensemble. Et ça, il le vit, il va dire à sa femme, alors son père l'oblige à se marier avec une jeune fille de 15 ans, elle est belle comme tout, elle l'admire. Et lui, bon, comme il est libertin dans l'âme, n'oubliez pas l'époque, hein, c'est ce courant libertin, c'est ce courant des Lumières. Et il lui dit, écoute, voilà,
tu mènes ta vie, je mène ma vie, et puis on s'aime et on fait attention l'un à l'autre. Et il découvrira que sa femme a un amant. Et il devient le meilleur ami de son amant. Mais alors, là, forcément, à Château-Thierry, quand on découvre ça, on dit « c'est pas possible, c'est un scandale ». Et La Fontaine dit bah, « écoute, il faut qu'on fasse quelque chose pour la dignité de ma famille. Je te provoque en duel ». Et alors, il monte un duel, et à peine engagé, il crie « aïe !» Il n'a même pas une éraflure. Il dit, ça y est, c'est réglé, l'honneur est sauvé. Et ça, c'est formidable. L'amitié avec Molière, comment il restaure Molière dans les moments où Molière se retrouve à la fois avec une santé déficiente, sa femme qui le trompe, et à Auteuil, il le fait venir, et là, avec Dame Chopine, et puis les mots, on s'entourloupe. Et on arrive avec cet esprit en dérive. Au fur et à mesure, l'esprit se requinque. Et à la fin, on est dans la flamboyance, on est dans l'éclat, on est maître de taverne, mais toujours non pas dans le côté pitoyable où on a la déchéance de la boisson. Non, là, on sait s'arrêter au moment où on est simplement dans la flamboyance. Quel personnage, quel personnage. Et alors, lui, l'impie, pardon, je parle beaucoup. Non, mais vous êtes là pour ça. Lui, l'impie, à la fin de sa vie, il a peur de la mort. Il a peur de ne pas être capable de paraître devant Dieu. Il a toujours détourné sa tête du ciel lorsqu'on lui apercevait quelque chose de trop lumineux en se disant c'est peut-être la transcendance. Alors il redescendait d'un échelon pour rester au contact des oiseaux et de tout ce qui pouvait l'émerveiller, mais surtout pas cet aspect extrêmement spirituel. Et là, il a cette hantise de l'enfer. Et il y a un curé qui lui tombe dessus tel un vautour et qui le fait culpabiliser pour le conte érotique qu'il avait écrit, etc., etc. Et il en arrivera à s'imposer ces tortures, vous savez, avec ce qu'on appelle la silice. Le silice. Ouais. Le silice. La silice, le silice. Et quand ses amis le découvrent, ils s'aperçoivent que sa chair est couverte de cicatrices. Quel personnage! Alors c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est que c'est truffé d'anecdotes, si je puis dire. Vous dites vous-même, je ne suis pas un historien. Qu'est-ce qui vous différencie d'un historien? Un historien, c'est quelqu'un qui prendra La Fontaine et qui pendant 40 ans va vivre avec La Fontaine, chercher les textes qui révéleront tel pan. Tandis que moi, je vais chercher tout ce qui a été écrit sur La Fontaine et repérer éventuellement la petite anecdote négligée. Parce qu'il y a une sorte de courant, hein, de livre en livre, on s'aperçoit que les biographies finissent par avoir une sorte d'unité. C'est un peu comme la bien-pensance, vous savez, la pensée dominante. Ouais. Et tout le monde Alors moi, je vais chercher les petits éléments périphériques qui ont été oubliés et ça, Christine aussi, elle m'aide beaucoup dans ça. C'est-à-dire qu'elle a cette même passion. Ce qui fait qu'ensemble, il y a cette recherche. Et à la fin, c'est comment vivre avec le personnage. C'est comment nos plumes ne sont pas des plumes de narration, mais sont des plumes d'accompagnement, des plumes de connivence, des plumes de fraternité. J'aimerais que, et là, je parle pour Christine, que ceux qui nous feront l'honneur de nous lire aient la sensation de passer pendant 1 heure, 1h30, c'est le temps de chaque chapitre à peu près, eh bien, soit en dehors du temps, se transpose à côté du personnage qu'on leur soumet à ce moment-là. Alors, je vais vous lancer un défi. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on connaît toute Jeanne d'Arc. Oui. Qu'est-ce que vous nous dites de Jeanne d'Arc dans ce livre que nous pourrions ignorer? Ignorer, je ne sais pas, j'essaie de faire remarquer ce qui dans la légende est admis et puis bon, on passe. Ou alors il y a ceux qui partent sur ces points qui sont étonnants, comme par exemple, bon, alors je rappelle, nous rappelons qu'elle n'est surtout pas bergère, que son père est un notable, etc., etc. Alors pourquoi cet état de bergère? Bon, parce qu'il se trouve qu'on est dans un petit village de Lorraine et que les Anglais rôdent, on est en pleine guerre de... oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ira rencontrer Charles VII. C'est cette guerre de 100 ans. Et comment
le village, il y a à la fois l'ennemi, à savoir les Anglais, et puis vous avez tous ceux qui, dans les troupes, finissent par se dévoyer et créent des bandes qui, de temps en temps, mettent à sac les villages. Et il se trouve que dans ce village de Domrémy, il y a une sorte de petite île, et quand on sent que la situation présente des risques, on regroupe les animaux de tous les paysans du village, et à tour de rôle, il y a l'un d'entre eux qui est chargé de veiller sur ce troupeau, qui n'est pas un troupeau communal, mais qui est le troupeau de la circonstance. Et il semblerait qu'elle ait accompagné de temps en temps son père, mais jamais elle n'a été bergère. Au contraire, elle est à côté de sa mère, qui est une femme extrêmement pieuse, qui a fait d'ailleurs le voyage à Rome. C'est pour ça qu'elle se prénomme Romée. Vous savez, c'est la distinction. Elle a eu la chance de pouvoir aller jusqu'à Rome. Et donc, c'est une famille avec une maison. Elle a sa chambre, elle a même une robe. Et ça, c'est étonnant. Si elle était bergère, ce serait impossible. Et le plus fou, c'est que quand elle a... On va pas revenir sur les voix, etc., etc. Là encore, on essaie de rappeler tout ce qui peut accréditer le fait qu'il y ait bien eu la perception de ces voix. Et là, on se rapporte au procès, le compte-rendu des procès. Mais donc, quand elle se retrouve avec Baudricourt, qu'elle finit par persuader Baudricourt de lui offrir la possibilité d'entrer en contact avec le roi, il lui faut une escorte, elle se dresse sur un cheval. Et là, il y a une question à se poser. Vous ne montez pas sur un cheval comme ça, avec des militaires à côté qui sont des personnages aguerris. Qui plus est, c'est à une époque de l'année où les chemins sont boueux, où il est très difficile d'être dans l'équilibre sur ces animaux qui ont un tempérament, et pourtant, elle domine la situation. En quelques jours, on lui fabrique une armure. Or, l'armure, théoriquement, il faut plutôt 2 mois ou 3 mois. Et ces caractéristiques de femme font que ça. On ne peut pas lui donner l'armure. Comment expliquer? On n'explique pas. Alors, il y a ceux qui disent oui, mais c'est parce que, en réalité, elle était destinée depuis parce que la belle-mère du roi l'avait choisie. Et ça ne tient pas une seule seconde. Je ne vois pas ça. Mais on fait monter ces points-là. Et puis après, il y a l'instant de l'exécution, la manière dont celle-ci se déroule. Pourquoi la place à Rouen, on exige de toutes les populations qui ont une vue sur la place, alors que théoriquement, c'est un instant, je dirais, de festoiement presque. L'horreur, oui, dans l'histoire, l'horreur, elle est célébrée. On aime venir voir le bourreau exécuter sa victime. Et là, eh bien, toutes les fenêtres, elles sont voilées. On n'a pas le droit de regarder. Également, le peuple ne peut se rendre sur la place. Ce ne sont que des soldats. Pourquoi tous ces éléments-là? Et là, on recueille les petits points qui essaient de montrer comment cette femme vit ces instants. Et là aussi, alors après, c'est la chance de ne pas être historien. Quand on la place dans la cellule, qu'est-ce qui se passe face à ces soldats qui la voient femme, puisqu'elle a revêtu de nouveau des habits de femme, car Conchon, l'évêque, a exigé qu'elle prenne ses habits de femme. Et là, forcément, les soldats, ces gaillards paillards, cherchent à en abuser. Comment vit-elle ça? On essaie, à travers tous les personnages, et là donc, d'avoir ce côté poétique, de nous nicher dans la tête de ceux que nous mettons en exergue et d'essayer aussi de comprendre ce qui les anime sur le plan sentimental. C'est un côté presque romancier, là. Mais je crois qu'on ne peut pas être simplement dans les faits pour les faits. Alors, comme je vous suis depuis un moment, je suis les entretiens que vous accordez, vous avez dit que vous étiez de gauche anarchiste.
Oui. Mais vous aimez l'histoire. Aujourd'hui, c'est pas très courant, puisque Mais être quand anarchiste, on c'est est de simplement... gauche, en général, Non, on mais est de moins gauche, c'est intéressé quoi? par ses racines. Mais non, mais bien sûr que oui, c'est là où... D'abord, c'est quoi être de gauche? Être de gauche, pour moi, c'est simplement être humaniste. Parce que je viens du peuple, parce que je vous ai raconté le parcours de mon père, et que je voudrais un monde plus charitable, où il n'y ait pas des pauvres bougres qui soient là en train de crever dans les rues. C'est complètement utopique, mais ça fait du bien. Vous êtes croyante, c'est pareil. C'est votre chemin. Vous aimeriez, quand vous allez dans la rue, pouvoir chantonner et ne pas tomber sur le clochard. Peut-être qu'il est responsable de son sort, on n'en sait rien. Mais moi, j'avoue qu'à chaque fois que je me retrouve devant un homme ou une femme qui est dans cet état de décrépitude, ça me brise le cœur. Ouais. Enfin, vous êtes loin de la gauche wokiste, alors. C'est pas Ah, mais je me bats contre eux. Bah, vous le savez très bien. Mais c'est le dévoiement de la gauche. Non, mais ça, c'est la honte. C'est pas la gauche. C'est là où on prend les étiquettes, on se les accapare. Mais c'est de la forfaiture. Où est la gauche là-dedans? La gauche, c'est quoi la gauche? C'est Gambetta, la gauche. La gauche, c'est l'anticléricalisme. Mais c'est pas l'anticléricalisme pour dire on ferme les églises. C'est de dire nous voulons exister si nous sommes impies. Et qu'il n'y ait pas la coercition de la religion dans la vie de tous les jours. Mais d'où la laïcité. La laïcité, c'est la meilleure preuve. Depuis des mois, nous nous côtoyons et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'extrêmement chaleureux entre nous. C'est vrai. Bon, à partir de là, c'est insupportable. L'histoire du genre. Mais quand vous avez des gens qui revendiquent qu'un gamin puisse, à 8 ans, 9 ans, dire ben moi je me sens une fille et que les parents aient la folie de dire on lui administre un traitement hormonal, mais ça c'est de la monstruosité, c'est pas être de gauche. La langue, être de gauche, c'était l'école de la Troisième République. Vous étiez fils de la roture et pour autant on vous apprenait à caresser les mots, tenter de vous les accaparer pour paraître en dignité. C'est pas l'écriture inclusive, c'est l'écroulement de tout ça. Aller mettre un sexe à un mot. C'est pas parce que femme c'est du genre féminin que les femmes, et là en plus, alors c'est terrible parce qu'on reproche le patriarcat, mais là quel est ce matriarcat de vouloir s'accaparer le genre féminin? Vous êtes une femme comme un homme est un homme, un perroquet est un perroquet, etc. etc. On n'incarne pas le genre. Il se trouve que dans le vocabulaire, nous sommes classés dans l'un des genres. Vous voyez la forfaiture intellectuelle. Donc là, si ce type de position, c'est d'être de droite, voire d'extrême droite, je suis de droite, d'extrême droite. Et ce qui me plaît dans le mot anarchiste, c'est parce que là encore, au nom de l'utopie, je veux croire en l'intelligence, je veux croire en la générosité, et je rêverais d'un monde où tout à chacun pourrait aller venir en respectabilité de l'autre, donc en étant en dignité, et sans qu'il y ait des lois édictées en tant que telles. Pas de barrière. C'est une belle définition de l'anarchie. Peut-être une anecdote qui pourrait, pour finir, séduire les lecteurs de Boulevard Voltaire. Quelle est l'émission que vous avez préférée de Face à l'info, par exemple? Quel souvenir vous a le plus marqué? Dans un sens ou dans un autre, du reste. Bah, il y a des instants où j'ai senti qu'il se passait quelque chose sur le plateau. Et là, on est presque dans la magie. C'est quand j'évoque Augustin Trébuchon, qui est le dernier mort de la guerre de 14. Il vient du Massif central, il était berger, à un âge où, théoriquement, il doit rester avec sa famille. Mais non, au nom du patriotisme, il choisit d'aller porter l'uniforme. Et pendant 3 ans, à chaque fois qu'on l'appelle, il répond toujours présent. Il est dans des régiments qui sont décimés. Par 2 fois, ils ne sont que 3 bougres à échapper à la boucherie. Et à chaque fois, il rejaillit. Et il est celui qui porte les messages. Et en ce dernier jour de la guerre, le capitaine l'appelle
et lui demande de porter une missive. On est à un quart d'heure. La paix est déjà signée, mais l'application, c'est à 11 heures. La paix est signée depuis 3 heures du matin. Ça se susurre dans les tranchées. Il paraît que c'est terminé. On va rentrer dans la famille. Trébuchon, il est allé une seule fois au pays en 4 ans. Une seule fois. Il y a les petits, c'est-à-dire frères, sœurs, dont il était le père par procuration, puisque les parents avaient disparu. Il va les retrouver. Et puis on lui dit, faut aller de l'autre côté, porter la missive, porter la lettre. À vos ordres, mon capitaine. Et le voilà qui part. Il court le long de la voie ferrée, face aux Allemands. Et c'est la grande mitraille. Et il s'effondre. Est-ce qu'il est passé? Il n'est pas passé, on ne sait pas. Et puis un quart d'heure plus tard, il y a le clairon qui sonne. Le clairon, la libération. Et les copains qui vont à côté de la voie ferrée, et le corps est là. Augustin, il est tombé. Il est mort. Et on retrouve le billet. Qu'est-ce qui peut être aussi important pour risquer sa peau à un quart d'heure de la fin de la guerre? Tout simplement, rendez-vous à 11h30 pour la soupe. Et voilà, quand vous racontez ça, ça vous prend. C'est à pleurer. Oui, c'est à pleurer. Et j'ai eu beaucoup de courriers de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré. Oui, je comprends. Et voilà, c'est sans doute l'un des plus beaux moments de l'émission. Et Christine pleurait sur le plateau. Ah, je comprends. Alors peut-être que Augustin Trébuchon fera partie du prochain tome. Je rappelle aux lecteurs de Boulevard Voltaire qu'il s'agit, nous parlions du livre de Christine Kelly et Marc Menant, Ces destins qui ont fait la France, aux éditions... L'histoire. Qui ont fait l'histoire. Non, mais je sais même plus lire. Faut que je retourne à l'école, pardon. C'était pour voir si vous suiviez. Aux éditions Plomb, encore une fois, une excellente idée de cadeau. Vous savez que l'histoire nous tient à cœur sur le boulevard Voltaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de vous abonner à la quotidienne du site Boulevard Voltaire. Et je souhaite un bon dimanche à vous tous lecteurs et merci Marc Menant pour ces moments passionnants. Merci à vous, merci.